Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Je vous remercie de votre présence et on va commencer tout de suite. D'abord, un grand merci donc, à David Fuenquinos, que je ne présente pas, romancier, dramaturge, réalisateur, scénariste. Et beaucoup de succès et beaucoup d'histoires qui tournent autour d'un certain nombre de thèmes qui nous touchent tous, et on évoquera ces thèmes-là, à partir essentiellement de son dernier roman numéro 2. Anne Consigny aurait dû être ici, elle ne peut pas malheureusement, donc c'est elle qui aurait dû faire la lecture que vous allez entendre, mais évidemment on est très heureux que ce soit Joséphine Rouault qui se charge très gentiment, merci, de faire cette lecture. Voici comment ça va se dérouler. On va entendre un extrait de numéro 2, lu donc par Joséphine Rouault, puis nous allons projeter quelques minutes, une toute petite dizaine de minutes, même pas, d'un petit montage de casting d'acteurs que vous reconnaîtrez, certainement. Et ça nous servira d'introduction à la discussion que nous allons avoir donc avec David Fuenquinos à propos de numéro 2, dont l'histoire est l'histoire de s'intéresser à celui qui a perdu le casting d'Harry Potter contre Daniel Radcliffe, un certain jeune garçon qui s'appelle Martin Hill. Ce Martin Hill, il a un papa qui travaille lui-même dans le monde du cinéma comme accessoiriste, et je le dis pour introduire la lecture par Joséphine. Vous allez entendre le moment où David Heyman, qui est le producteur d'Harry Potter, qui cherche toujours son acteur, eh bien, se rend sur un tournage de film, Coup de foudre à Notting Hill, et voilà ce qui va se passer. Donc, lecture par Joséphine. Merci. David paya l'addition et raccompagna Richard sur le plateau. Depuis son retour à Londres, il n'avait pas produit de film, alors il eut envie de rester un peu pour assister à la scène suivante. Cette effervescence lui manquait. Il n'en pouvait plus des journées au bureau et des rendez-vous dans des restaurants. Enfant, il passait des heures sur les tournages à suivre ses parents. Il adorait ça. Quand il s'approchait d'un décor de cinéma, il retrouvait le souvenir de ses premiers émerveillements. Et même le temps de son innocence. Et c'est précisément au cœur de cette bulle de nostalgie qu'il aperçut, de l'autre côté de la rue, un petit garçon assis sur une chaise. Les lunettes rondes, les cheveux noirs en bataille, autant le dire tout de suite, ce fut comme une apparition. Quand on pense au hasard qui déposa Martin sur la route de David Heyman, et plus encore avec ses lunettes sur le nez, on n'est pas loin de croire à de la sorcellerie. Pourtant, tout est vrai, chaque détail. Ce n'est pas Martin qui racontera cela, mais Suzy Figgis, la directrice de casting, lors d'un documentaire sur les coulisses du film, diffusé en 2011 sur la BBC. Pour l'heure, le producteur s'approchait du jeune garçon avec une grande fébrilité, quasi chancelant. Une fois devant lui, il chercha ses mots, avant de décider de se présenter simplement. « Bonjour, je m'appelle David, et toi ?»« Martin, tu fais quoi ici ? Je vais faire de la figuration tout à l'heure. Les figurants ne sont-ils pas tous au même endroit ? En général, ils sont à l'écart du plateau. »« Je ne sais pas, je suis avec mon papa. »« C'est qui ton papa ? » ?»« John Hill. »« Il travaille sur le film ? » ?»« Oui, il est accessoiriste. »« Ah, je comprends. Et tu aimes ça, être figurant ? » ?»« Je sais pas trop, ça n'a pas commencé. Mon papa m'a juste dit que je devrais marcher dans la rue tout à l'heure. »« Oui, ça va être sympa, tu vas voir. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'allais sur les tournages avec mes parents. Tu accompagnes souvent ton père comme ça ? » ?»« Pratiquement jamais. C'est juste que Rose, elle pouvait pas me garder. »« C'est qui, Rose ? » ?»« Ma baby-sitter. » David essayait de rester calme, mais il se sentait grisé. Au-delà de l'incroyable ressemblance physique avec le personnage, ce garçon faisait preuve d'une grande décontraction. D'autres enfants
dans un environnement étranger, interrogé par un adulte inconnu, aurait pu se montrer mal à l'aise. Ce n'était pas du tout le cas de Martin. Ils parlèrent encore un peu de choses et d'autres. Le producteur n'avait pas envie de se lancer de manière trop frontale, mais il finit par demander « Tu aimerais faire du cinéma ?»« Je ne sais pas. Jouer dans un film, être un personnage, pas juste un figurant, ça pourrait t'amuser ?» Merci Joséphine. Et maintenant le film. On n'a pas mis ton âge sur la lettre. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. T'as 14 ans? Oui. Ah bah c'est un peu vieux hein, pour les rôles principaux. Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein. Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois? Bah, je pense. Et... Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, bon, C'est beau ailleurs? oui, Ah bon? c'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non. Des 400 coups avec Jean-Pierre Léaud, c'est un gamin qui va être aussi dans le film, hein, mais qui n'aura pas du tout la même carrière. Ouais, c'est son meilleur ami dans le film. Voilà, donc, mais c'est vrai que Truffaut l'a dit, ou même Daniel Thompson pour la Boom. Enfin, dès que Jean-Pierre Léaud est arrivé, ou Sophie Marceau, c'était une évidence absolue. Enfin, Jean-Pierre Léaud, vraiment, je pense que c'est tellement impressionnant, c'est tellement le personnage. Au-delà du fait qu'il puisse jouer bien, c'est vrai que c'est incroyable. La gouaille, enfin, c'est exactement le personnage qu'il recherche, c'est son double, c'est lui. Alors, et pour faire le lien avec votre roman, numéro 2, il me semble quand même que dans les castings qu'on vient de voir, on est toujours, même dans les acteurs, primo-acteurs, qui ont une certaine assurance ou une certaine volonté d'être sur une ligne de crête et avec un regard des fois flottant, parce que est-ce qu'on me regarde, est-ce que je regarde, est-ce que j'accroche, est-ce que ça marche? Et donc il y a toujours quand même une petite angoisse. Oui, à part pour Romain Duris là sur les excès, qui lui c'est du casting sauvage. C'est Bruno Lévy, le directeur de casting à l'époque de Clapiche, qui le repère à la sortie du lycée, avec, à mon avis, sa dégaine improbable. Ah bah lui, il s'en fout totalement. Et d'ailleurs, Cédric Clapiche le raconte souvent. Au début, voilà, Le Péril jeune, c'était un film qui était d'ailleurs destiné pour la télévision au début, et après qui est sorti au cinéma, et que c'est vrai qu'il y avait Vincent Elbaz aussi dans les acteurs de ce film-là, et c'est vrai qu'il a... Bon, il crève l'écran, quoi, Romain Duris, mais il a mis plusieurs films et plusieurs années à estimer, à comprendre le potentiel qu'il avait et à vraiment devenir l'acteur qu'il est maintenant, l'acteur incroyable qu'il est maintenant. Ah oui, absolument. Vous l'avez peut-être vu dans Coupé, d'Azanavicius. Oh, il est incroyable en Coupé. Ah. Ouais. C'est un film très particulier, hein, Coupé. Oui, il faut pas en 3 parties. Voilà. C'est une expérience. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais alors, c'est typique le film, voilà. Bon, les gens vont de moins en moins au ciné. C'est vrai que c'est un film j'étais en train de me dire quand je l'ai vu au cinéma, si je suis chez moi ou si je le regarde sur une tablette, peut-être que je l'arrête ou je l'avance, parce que la première partie du film, et on comprend après dans la seconde partie du film, elle est un petit peu étrange et un peu lente. Absolument. C'est une expérience de cinéma. Mais c'est vrai que ça, c'est typiquement le film. Est-ce qu'on se laisse le temps maintenant d'aller, de prendre le temps d'une telle exposition? C'est un film assez risqué pour ça. Et donc, dans le roman numéro 2, vous vous intéressez à ce jeune enfant, Martin Hill, qui a la chance ou la malchance de ressembler au fantasme du producteur, hein, et puis à l'imagination de J.K. Rowling, c'est-à-dire à ce personnage-là que tout le monde adore, et donc une certaine somme de hasard fait qu'il croise la route de ce producteur, et que c'est cette fameuse apparition, ce coup de foudre, qui va déterminer tout le destin. Et donc, ce qui est très intéressant, et on retrouve ça dans un certain nombre d'autres de vos livres, c'est qu'on a des personnages qui, à un moment donné, se voient imposer une vie, ou rêver une vie par d'autres, ou inclure dans le fantasme de soi-même, mais par quelqu'un d'autre, jusqu'au moment où, à un moment donné, il faut bien s'interroger sur ce qu'on est, sur sa propre vie. C'est quoi cette obsession de ces vies ratées ou de ces vies qui sont fantasmées par d'autres?
Oui, alors tout d'abord, le point de départ du livre, en fait, est absolument réel. Et c'est ça qui m'a excité. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de Harry Potter, même pas voilà, c'est pas vraiment mon truc, même si forcément, pour écrire ce livre, je me suis documenté j'ai un immense respect forcément pour l'œuvre de J.K. Rowling et pour ce qu'elle a apporté à la littérature. Quand on voit le nombre même de jeunes et de moins jeunes qui lisent grâce à elle, c'est phénoménal, mais je suis vraiment tombé par hasard. Souvent, quand on est en recherche d'un sujet, on lit un peu tout, on est en boulimie comme ça de se dire que peut-être que la prochaine histoire va arriver quelque part à un moment donné. Et je suis tombé vraiment par hasard sur l'interview de la directrice de casting qui raconte, donc ça c'est une histoire vraie, qu'à l'époque, le livre commence à devenir un phénomène mondial. On parle de faire un film qui va être forcément plus de 100 millions de dollars en termes de budget. On parle déjà de faire une saga, enfin vraiment une énorme machine, mais il faut trouver le cœur du réacteur. Et c'est vrai que J.K. Rowling voulait que ça soit des acteurs anglais, elle voulait que ça soit un film au casting anglais, et donc en Angleterre, ils ont auditionné des centaines de jeunes acteurs pour trouver Harry Potter, pour savoir qui serait Harry Potter. Et elle raconte, la directrice de casting, qu'à la fin, il en restait plus que 2, et qu'ils ont hésité pendant des semaines. Donc moi, quand je lis cette interview, je me dis tout de suite, oh, il y a donc un autre petit garçon qui a dû rêver, qui a dû imaginer cette vie-là. Et je me suis dit que d'un point de vue romanesque, c'est incroyablement excitant comme histoire. Et surtout, elle rajoute cette phrase terrible, elle dit, on a finalement choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Et je me suis dit, c'est totalement vertigineux de se dire qu'on passe à côté d'une telle vie pour un rien, pour une virgule dans un roman. Et finalement, ce qui était aussi excitant dans ce sujet, je trouve, c'est qu'on rate tous des choses. On n'est tous pas choisis, pas désirés, pas aimés. Voilà, y a toujours quelqu'un qui nous passe devant. Enfin, souvent, ça peut arriver dans plein de situations. Mais on n'a pas forcément accès à la vie potentielle qu'on aurait pu avoir. Et je trouvais ça très excitant d'un point de vue romanesque de se dire, voilà, j'allais raconter l'histoire de quelqu'un qui non seulement rate quelque chose d'absolument incroyable, passe à côté d'un destin incroyable, et en même temps a accès en permanence à la vie qu'il aurait pu avoir. Oui, parce imaginez une seule instant que vous ayez en permanence devant vos yeux le scénario de ce qui aurait pu être votre destin. Oui, parce que là, vous prenez un malin plaisir à prendre un sujet. C'est pas j'ai raté et puis je passe à autre chose. C'est tous les ans, il y a un nouveau film qui me rappelle que j'ai raté. Et tous les ans, il y a l'autre qui me montre ce que j'aurais pu être. Et tous les ans, il a le succès que j'aurais pu avoir. Faites l'essai, hein, essayez de passer une journée sans être confronté à Harry Potter, c'est impossible. Donc c'est comme si vous aviez la bande-annonce de votre échec 24 heures sur 24 pendant 20 ans. Et donc moi, ce qui m'intéresse, puisque c'est pas un livre sur Harry Potter, c'est comment on surmonte en fait un tel échec. Comment on peut aller finalement chercher une sorte d'issue ou de réparation Mais par rapport à ce que tu disais au départ, c'est vrai qu'il y a une sorte, on dit souvent que le hasard fait bien les choses. Là, on voit que la vie, d'une manière un peu malicieuse, ou voilà, c'est un mot assez doux, voilà, le propulse lui dans ce qu'il n'a pas choisi, dans ce qu'il n'a pas voulu vivre, puisque c'est une succession de hasards qui va faire qu'il va se retrouver face aux producteurs qui cherchent désespérément alors à ce moment-là le Harry Potter. Oui, mais là, c'est quelque chose qui est commun à un certain nombre d'autres personnages dans les autres romans que vous avez écrits, qui est qu'à un moment donné, effectivement, les circonstances décident pour vous et conduisent à vivre une souffrance extrême. Oui, en tout cas, une souffrance, oui. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un sujet vraiment de tragicomédie pure, parce que c'est vrai que je ne fais pas l'économie de la douleur que ça peut représenter. Je fais la comparaison, par exemple, à un moment donné, avec le batteur des Beatles, Pete Best, qui a été écarté 3 semaines avant le premier disque. Et donc lui, c'était le batteur des Beatles, il a été écarté, puis il a vu cette vie qu'il aurait pu avoir. Tout le monde le connaissait en plus comme le batteur des Beatles. C'est d'une violence inouïe. Il est allé jusqu'à une tentative de suicide, puis il est devenu boulanger. Enfin, c'est vraiment une tragédie, hein, son parcours. Et en même temps, dans ce sujet-là, effectivement, j'étais en train de me dire que ce personnage, il y avait quelque chose d'absolument risible à l'idée qu'il allait tout le temps être confronté, puisque sa mère, à un moment donné, voyant son mal-être, l'emmène chez le psy en Angleterre, et puis le psy
ne connaît pas son histoire, puisque lui, il veut raconter à personne sa souffrance, et pourquoi il a cette souffrance. Et il dit au psy, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, j'ai l'impression voilà, que je pourrais jamais me remettre de quelque chose. Et le psy lui dit, ça me fait penser à J.K. Rowling. Je suppose que tu as lu Harry Potter. C'est cet auteur qui disait tout le temps qu'elle était au bord du suicide, qu'elle allait rater sa vie, et regarde ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire que même quand on essaie de lui remonter le moral, on lui met la tête dans sa souffrance. Oui, mais alors justement, parce que, comme beaucoup d'autres personnages, cette souffrance les isole complètement, ils sont dans une solitude impossible, donc ses parents se séparent. Et ensuite, avec le beau-père, il va y avoir des moments extrêmement douloureux. Et donc, on voit très souvent, c'est pas un malin plaisir, mais conduire le personnage jusqu'au bord de la mort, jusqu'au bord de l'extinction de sa vie. Et à partir de là, quelque chose peut. Il y a une espèce de petit événement qui fait qu'il y a quelque chose, non pas de réparer forcément, de revenir, de réussir ce qu'on a raté, mais de commencer à comprendre que la vie est ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs plus ça. C'est vrai que moi j'ai écrit des livres très très différents les uns des autres. J'alterne des livres plus légers ou des livres plus graves. Et c'est vrai que je me suis rendu compte assez tardivement que même si mes livres étaient très différents, ils ont tous ce point commun, peut-être lié à ma propre histoire, du fait que j'ai été moi gravement malade à l'âge de 16 ans et que j'ai le sentiment d'avoir une énergie de seconde vie. Et comme tous les gens qui ont été gravement malades, j'ai été après propulsé dans une forme de rapport sensible à la vie et aux choses. Et c'est finalement le thème qui traverse, malgré des tonalités très différentes d'un livre à l'autre. C'est le thème récurrent qui revient, celui de la réparation, tu as raison, ou alors de l'idée d'avoir à surmonter quelque chose pour pouvoir se réinventer. Et c'est vrai que tout ce livre-là, c'est le long cheminement de ce garçon qui vit au départ quelque chose d'extraordinaire, unique. Il est la seule personne à avoir failli être Harry Potter finalement. Et il va essayer il va trouver la solution pour surmonter cette tragédie un peu étrange. Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de réfléchir au-delà du sujet sur finalement ce questionnement comme ça permanent de savoir où on peut se réinventer ou trouver une issue à ce qui nous paraît douloureux ou insurmontable. Alors, il se trouve que le papa de Martin Hill, c'est un accessoiriste et il adore inventer aussi des choses. C'est un génie du dimanche, comme vous l'appelez. Et puis, vous pouvez parler de cette petite invention parce qu'elle a un rôle dans le roman de son... Oui, alors, je vais juste préciser que comme ce livre a été beaucoup relu par les avocats chez Gallimard et qu'il y a un avertissement au lecteur qui précise bien que c'est un roman et une fiction, mais toute la première partie du livre, c'est-à-dire l'histoire de J.K. Rowling que je ne connaissais pas moi, qui est incroyablement romanesque, on pourrait en parler très longtemps d'elle, même avec ce qui se passe maintenant, mais il faut imaginer cette femme qui a 25 ans, qui vit dans la plus grande précarité, elle vit d'aide sociale, c'est une femme battue, elle l'a raconté souvent, elle est seule avec sa fille, sa mère vient de mourir après une longue maladie, on est tout droit issu d'un film de Ken Loach. Et puis une succession de hasards, du fait de rencontrer les bonnes personnes, d'envoyer le livre aux bonnes personnes, notamment une petite fille de 8 ans qui va rentrer en jeu dans l'histoire, et le livre va devenir le phénomène mondial qu'on connaît. Tout ça, c'était très excitant à raconter, je trouve. Et puis, comment le producteur, qui est une sorte de fils d'eux, sa mère a produit Les Liaisons Dangereuses, personne ne le trouve très créatif, ce producteur, et puis il va acquérir les droits de Harry Potter avant tout le monde. Et donc, ça c'est la partie réelle du livre. Et après, c'est vrai qu'on bascule dans le roman avec un personnage, même s'il a existé, le numéro 2, le point de départ est vrai, il a existé ce numéro 2. Mais après, moi, je lui invente un destin avec effectivement un père qui est accessoiriste. Moi, j'adore tous les métiers du cinéma. Et donc, lui, en l'occurrence, il devient accessoiriste parce que c'est un inventeur qui n'invente rien. Et donc, il finit par renoncer. Mais j'adore, moi, ces métiers d'accessoiriste parce qu'il... À un moment il travaille sur un James Bond et puis il peint une poignée de porte en verre et à chaque fois que le film passe, il se dit tiens c'est ma poignée de porte et il a presque le sentiment que le succès du film est grâce à sa poignée de porte quoi.
Oui, donc les petits détails. Mais je faisais ce lien. Ah oui, la cravate parapluie. Ouais, oui, voilà, pardon. Cette petite invention, mais c'est pour faire un écho avec. Donc, vous l'avez dit, hein, vous avez écrit des livres très très différents. Il y en a un qui a eu un immense écho, vous le connaissez sûrement, c'est Charlotte, hein, à propos de Charlotte Salomon. Et à un moment donné, il y a une citation hein, il lui fallait pour quelque temps disparaître de la surface humaine, et pour cela consentir à tous les sacrifices afin de recréer des profondeurs de son être, son propre univers, disparaître de la surface humaine. Et il me semble que souvent les personnages, ils sont là, ils sont obligés effectivement d'être dans leur bulle, que ce soit dans la délicatesse ou dans d'autres. À un moment donné, ils vont être complètement invisibles au reste du monde pour pouvoir se recréer soi-même et trouver peut-être quelqu'un qui puisse les aider. Ça me touche que tu aies lu ce passage parce qu'il n'est pas de moi, il est de Charlotte Salomon. Et c'est vrai qu'il y a quelques phrases en italique qui sont extraites de son travail. Et si elle a été, et si elle est toujours dans ma vie aussi importante, et si j'ai un rapport obsessionnel avec elle, c'est très beau l'obsession. C'est simplement l'idée d'être envahi par quelque chose qui nous apporte intelligence et beauté et émerveillement. Et c'est parce que ça fait écho à tout ce qui est important pour moi, et c'est le cœur là de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'idée de... Il y a une phrase de Charlotte Salomon qui dit il faut être mort une fois pour pouvoir aimer véritablement. Et c'est vrai qu'il y a dans tous mes livres, c'est ce que on disait tout à l'heure, cette énergie de la seconde vie, et parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, et que inconsciemment je suis allé rencontrer dans mes romans d'une autre manière. J'ai arpenté le même chemin d'une autre manière. Et c'est vrai que là, c'est toujours bouleversant d'écouter, de lire les mots de Charlotte Salomon, parce que c'est d'une si grande délicatesse et poésie. Et c'est quelqu'un qui va s'échapper de la souffrance extrême, de la folie qui est au cœur de sa vie familiale, du contexte historique, et qui va disparaître de la surface humaine pour aller justement aller au plus profond d'elle-même, chercher la beauté, pour pouvoir créer une œuvre inouïe justement d'intelligence, de beauté et de puissance artistique. Et c'est un peu le cas de ce personnage aussi, finalement, puisque ce livre-là, pour moi, je l'ai écrit comme un long cheminement pour trouver la solution pour pouvoir s'en sortir. Pour le sauver. Et il va la trouver à un moment donné, mais ce qui m'amusait, c'est qu'il va tout tenter. Donc il va chez le psy, mais à un moment donné, il va aller dans ce qu'on pourrait considérer un peu comme des réunions d'alcooliques anonymes, mais pour ceux qui ratent les choses. C'est un vrai truc, ça. C'est un truc qui existe vraiment. C'est un truc américain qui s'appelle les Failcon. Et donc c'est un endroit où la dernière fois que ça a eu lieu en France, c'était à Toulouse. Donc pour ceux qui parlent anglais, vous voyez bien déjà que rien que le nom de la ville avait déjà une signification. Et donc il y avait plein de gens qui se regroupaient, un peu comme ce soir, pour raconter tout ce qu'ils avaient raté, des artistes qui sortent d'un bid, des chefs d'entreprise qui font faillite, des membres du Parti Socialiste, plein de gens qui cherchent finalement à se regrouper. Mais moi c'est assez marrant parce que depuis que le livre est sorti, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs, et comme je suis assez heureux du fait que comme c'est pas un livre sur Harry Potter et que voilà, le sujet s'en échappe et que le titre permet aussi d'aller interroger cette position numéro 2, comment on réagit face à un échec, ou d'être numéro 2 dans une famille, ou de ne pas être choisi. Et c'est vrai que depuis que le livre est sorti, moi ça me remonte vraiment le moral, mais tout le monde me raconte tout ce qu'ils ont raté, toutes les histoires d'échecs. Donc je pourrais collecter, en fait, si vous voulez me raconter après ce que vous avez raté, ça sera toujours très plaisant, quoi. Et puis on est plein d'écrivains ici, vous pouvez nous donner des informations, ça sera... Il y a toujours matière de toute façon à... Le malheur des autres, voilà, fait du bien, quoi. Alors à un moment donné, Martin Hill ne va pas bien du tout, hein, on l'a dit, il y a vraiment un immense creux, et donc sa maman l'emmène à la Pitié-Salpêtrière, et puis il est allongé sur un brancard, et avant de passer la porte, l'adolescent ouvrit enfin les yeux, juste à temps pour lire l'inscription. Hôpital psychiatrique.
Voyant flou, parce qu'il y a toujours un peu d'humour, cette possibilité de l'humour hein, chez David Fuenquinos. Voyant flou, il ne perçut que les capitales, celles-là même qui résument habituellement cette destination. HP. Voilà ce qu'il vit. HP. Encore un ultime signe. HP pour lui, c'était forcément Harry Potter. Donc même au moment hein, de l'aide ultime, de l'aide finale hein, qui devrait le sauver, c'est encore Harry Potter qui vient le récupérer. Donc, et c'est ça qui est frappant dans la plupart, dans tous les romans. Alors peut-être un peu plus dans les premiers, c'est cette envie d'humour permanent, de cette distance qui permet des fois de lire des histoires absolument terribles, hein, terribles de cette souffrance dont on parlait, de déchirement dans un couple, de violence qu'il peut y avoir entre parents et enfants. Et il y a quand même toujours cette possibilité de l'humour. C'était important de garder ça. Alors pour moi, c'est un sujet qui est justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, m'excitait beaucoup pour ça, parce qu'il avait vraiment les deux possibilités. Parce que c'est une tragédie, et en même temps, c'est absolument risible. Mais pour moi, et ça m'excitait parce que pour moi, les deux sont tout le temps liés. Tout le temps liés, et c'est vrai que j'ai souvent écrit, même comme La Délicatesse, par exemple, des livres qui passent d'un univers à un autre, qui mélangent les deux. Je me souviens Pour moi, les deux étaient liés, j'avais trouvé ça... Je trouve qu'il y a tellement souvent de l'absurde et du grotesque dans les choses de la vie. Je me souviens que quand j'avais écrit Les Souvenirs, après il y a eu un film avec Jean-Paul Rouve, de Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy. C'était l'histoire d'une grand-mère qui quittait tout et qui se réappropriait finalement son autonomie, qui partait en fugue. Et puis c'était un livre sur les générations. Et je me souviens que quand j'écris ce livre, j'essaie de l'écrire assez sérieusement. Et c'est un livre sur les générations, et il y a comment dire, la mère du narrateur qui part à la retraite, qui était professeur d'histoire géo. Je dis pas ça parce que t'es prof, hein, j'espère que ça va pas te... Et qui partait en dépression, non, quoi. On a le dos large. Et partait en dépression, mais tout a l'air d'aller très bien, toi. Et donc, mais c'est vrai que c'est un métier difficile, et je me souviens quand j'écris ça, je parle sérieusement de ça, de ce problème-là, et puis je me renseigne sur Internet, je regarde sur la mutuelle de l'éducation nationale, la MGEN, les cliniques, voilà, les cliniques pour professeurs en dépression. Et vous pouvez vérifier, hein, et donc j'ai tapé clinique MGEN Paris, et en fait les deux cliniques s'appellent clinique Vincent Van Gogh et clinique Camille Claudel. Donc je me dis, mais c'est qui a pu baptiser, mais c'est de l'humour noir. Faut que ce soit cohérent, Non, mais parce que ce sont deux grands artistes, hein, des génies évidemment, mais en termes de santé mentale, on a vu plus. Quand tu es en dépression, clinique Camille Claudel. Donc, je pense à cette anecdote parce que tu me demandes, c'est un sujet, mais pour moi, c'est tout le temps... j'ai beaucoup de scènes de vie, moi, et d'amour dans les cimetières, dans mes films. Ouais. Tu repères ce grotesque et cette drôlerie dans la vie bah, tout est mélangé, c'est-à-dire que moi, par exemple, avoir été gravement malade ou avoir failli mourir, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'ai l'impression qu'on est tout le temps... il nous arrive de rire aux enterrements et de pleurer à la maternité. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une mixité émotionnelle permanente en toute chose. Et donc, je crois que je suis aussi attiré par des sujets, même si parfois j'ai écrit comme Vers la beauté ou Charlotte, des livres principalement tragiques, ou d'autres livres comme Mystère en réplique, plus dans la légèreté. J'aime bien, voilà, moi, pouvoir alterner finalement, être dans cette énergie double. Alors justement, il y a aussi la question double, de la fonction double du fantasme dans la vie de ces personnages, c'est-à-dire à la fois quelque chose d'absolument délirant, hein. J'aurais dû être Harry Potter, et en même temps une fonction qui est structurante. On voit les personnages prendre beaucoup de plaisir à se fantasmer, à s'imaginer, et ça c'est très plaisant à la lecture des romans, et notamment de numéro 2, c'est-à-dire on les voit tout le temps essayer différentes possibilités à travers des fantasmes. Donc je deviendrai le fou, je deviendrai le fils, je deviendrai et puis comme ça changer de peau plusieurs fois.
cette importance du fantasme. Le mot est souvent utilisé, même dans le film. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose aussi est-ce qu'il y a vraiment cette vision binaire, c'est-à-dire le caractère maléfique du fantasme et en même temps son caractère structurant Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire dans le livre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va lutter et combattre pour l'apaisement, pour la normalité, pour la réalité. Je pense qu'il est propulsé dans une vie extraordinaire malgré lui, douloureuse, compliquée. Et donc, il va plutôt essayer d'aller chercher finalement une façon de se réapproprier une forme de neutralité ou d'anesthésie presque aux choses humaines. Mais d'une certaine manière, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, comment dire, finalement, ce livre-là, en fait, d'une manière presque symbolique, ça interroge vraiment la notion, ça interroge deux notions, celle de se dire quelle aurait été ma vie si les choses avaient été s'étaient passées différemment, ce qui est une question existentielle et obsédante permanente, mais pour les grandes choses de la vie comme pour les plus... on va aller au restaurant après, moi je me demande, là, Michel m'a dit que c'était un Italien, je me demande si je vais prendre des pâtes ou une pizza, ça peut aussi être... alors je vais essayer de trouver quelqu'un avec qui m'associer peut-être pour pouvoir... avoir toutes les possibilités, mais souvent voilà, on est quand même face à un roman qu'on n'écrit pas en permanence. Et donc ça c'était la première chose. Et puis la deuxième chose c'était cette comment dire ce questionnement sur l'échec et la réussite qui est finalement au cœur de nos vies en permanence. Qu'est-ce que l'échec, qu'est-ce que la réussite, par rapport à quoi, par rapport à qui? Et c'est vrai que peut-être que depuis 2007 et puis l'arrivée de Facebook et puis les réseaux sociaux, peut-être qu'on est dans une époque qui accentue profondément et parfois même tragiquement cette notion comme ça de comparaison permanente entre les vies. On n'a jamais eu autant accès à la vie des autres. Et il y a quelque chose d'assez vertigineux, je trouve, dans ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il parle de ce rapport de l'échec et de la réussite comme si on vivait sous la dictature du bonheur des autres, du prétendu bonheur des autres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut tous vivre. Moi, ça m'arrive parfois quand je suis dans le métro, dans la ligne 13, enfin vous connaissez pas, peut-être vous ici, mais à Paris, voilà, écrasé, en sueur. Et si j'allume mon téléphone et que je vois sur Facebook la story de quelqu'un qui boit des cocktails à Saint-Barth, je peux très bien me dire, mais qu'est-ce que je fais là, mais je pense que finalement, tout ça, c'est, comment dire, c'est le sujet principal du livre. C'est l'idée que c'est quelqu'un qui va comprendre finalement la vertu de son échec. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans une situation, c'est de te dire... Il ne s'agit pas de gommer l'échec, il ne s'agit pas de dire ça n'est pas un échec. Complètement, c'est un livre mais la vertu de l'échec. Qui va aller chercher la valeur de l'échec. Et d'ailleurs, l'apaisement et le bonheur se trouvent sûrement dans cette je ne sais pas, Pierre Assouline tout à l'heure disait sur le bonheur enfin je ne sais plus d'ailleurs. Mais c'était très bien. Je suis fatigué. Mais c'était passionnant, Pierre, mais alors là je sais plus ce que... Non, le bonheur c'était de pas... Qu'est-ce que tu as dit, Pierre, tout à l'heure? Il est encore là ou pas? Il est parti? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Ah bon? Non, par contre, il a cité le poème de Kipling sur la victoire et la défaite, qui sont deux charlatans. Non, c'est pas ça. Tu as dit un truc et je me suis dit, tiens... Sinon, je voulais dire que moi, c'est vrai que je lis Proust depuis que j'ai 5 ans. Et que j'ai senti que c'était une pique personnelle quand tu as dit ça. Moi, à 4 ans et demi, même déjà... mais c'est vrai que c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Donc oui, non, l'échec et le succès, et c'est vrai que... Et finalement, voilà, pour terminer, c'est vrai, évidemment, toute situation a sa complexité, c'est-à-dire qu'on peut bien se rendre compte à quel point, là on pourrait citer des exemples avec les acteurs qu'on a vus, le succès aussi a sa problématique. Voilà, effectivement. Donc il faut lire le livre aussi pour le comprendre aussi, puisque c'est Martin Hill, c'est Daniel Radcliffe, l'acteur qui lui va réussir, et à un moment donné, évidemment, on peut imaginer que romancier, mais je ne dis rien. Ouais. Donc, par contre, sur la question de l'apaisement, il se trouve qu'on est dans un magnifique musée
Et il y a beaucoup de personnages des livres de David Fuenquinos qui adorent aller au musée, voire même y travailler et y trouver, en tant que surveillant ou gardien de musée, un moment d'apaisement, justement. Et il y a une très belle phrase dans Vers la beauté à ce propos-là. Donc le personnage de jeune fille du roman qui a fait les Beaux-Arts, c'est Camille, qui veut devenir peintre, dit ceci. Elle va au musée d'Orsay. Elle comprenait la puissance cicatrisante de la beauté. Face à un tableau, nous ne sommes pas jugés. L'échange est pur. L'œuvre semble comprendre notre douleur et nous console par le silence. Elle demeure dans une éternité fixe et rassurante. Son seul but est de vous combler par les ondes du beau. Voilà, je voulais citer cette phrase-là parce que justement, dans numéro 2, les lecteurs se rendront compte de l'écho. Il y a évidemment Charlotte, il y a évidemment d'autres personnages, le musée d'Orsay joue un rôle, etc. Visiblement, l'une des clés pour faire de son échec, trouver la vertu de son échec, c'est l'art, c'est la passion pour l'art et pour les artistes, hein, et pour leur parcours, leur parcours des fois difficile, hein, comme celui de Van Gogh ou de Charlotte Salomon. Oui, mais c'est vrai que ça, encore une fois, c'est vrai que c'est extrêmement... Moi, j'étais pas issu d'un milieu culturel et quand j'ai passé de longs mois à l'hôpital, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis mis à lire et que, d'une certaine manière, peut-être même cliché, hein, mais c'est vrai que la beauté m'a consolé, m'a émerveillé, m'a permis de voyager. La lecture a changé ma vie. Et c'est vrai que je retranscris ça dans plusieurs de mes livres, et notamment dans Vers la beauté, où c'est l'histoire d'un homme qui est professeur aux Beaux-Arts et qui quitte tout du jour au lendemain, et qui, pour devenir simple gardien de musée, et il va se consoler d'une certaine manière par la contemplation quotidienne comme ça des œuvres d'art. C'est un livre dont on parle beaucoup en ce moment, notamment, c'est assez... bon bref, et donc c'est vrai qu'à l'époque j'avais fait j'adorais aller dans les musées quand j'ai écrit ce livre pour parler aux gardiens de salle, pour me demander quel était. Alors il y avait des fonctionnaires de la chaise et puis il y avait d'autres qui étaient vraiment animés par le plaisir quotidien d'être là. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à occuper une chaise et à passer Non, mais à Orsay j'ai été après invité, j'ai parlé beaucoup, enfin c'était incroyable. Mais on m'a raconté plein d'anecdotes, il y en a une qui est vraie dans le livre, c'est au Louvre. Au Louvre, tous les gardiens vont vous raconter que énormément de gens viennent leur demander où est la Joconde de Leonardo DiCaprio. Et ça, c'est génial. Et donc ça, c'est un classique. Hein, c'est vrai. Ah, mais ça, j'adore cette histoire. Et c'est vrai que c'est presque un écho à Vers la beauté d'une certaine manière, mais mon personnage, dans numéro 2, puisqu'à un moment, je vous racontais qu'il cherche en permanence tout pour essayer finalement de s'échapper de cette malédiction. À un moment donné dans sa vie, il se dit, je vais aller travailler au Louvre. Pourquoi le Louvre? Parce qu'au moins je serai à l'abri du contemporain. Entre les tableaux de la Renaissance, les sculptures antiques, je serai tranquille, plus de Harry Potter. Et donc il va aller voir la Joconde, qui est un peu le Harry Potter de la peinture. Et il va se prendre d'empathie et de connexion émotionnelle avec le tableau qui est juste à côté. Celui que personne ne va voir, celui où tout le monde se met devant pour regarder la Joconde. Je ne parle pas de celui qui est en face dans la salle des États, mais il y en a un sur le côté. Et je suis allé le voir, moi c'est vrai que personne ne va le regarder, quoi. Donc faites-moi ce plaisir la prochaine fois, allez le voir, ce tableau. Mais je parle du tableau dans mon livre, je parle de ce tableau. Et c'est vrai qu'au Louvre, ça c'est la partie pour moi... Puisque c'est ce que je disais aussi, pour moi c'est un amusement aussi par moments ce sujet. Au Louvre, il va rencontrer plein de numéros 2. Il va rencontrer notamment celui qui a pas eu le rôle face à Tahar Rahim de Un prophète. Il va rencontrer une Miss France qui a fini première dauphine. Mais ça, j'ai un peu ça, moi. Chaque fois que je regarde Miss France, je regarde tout de suite la tête de celle qui a perdu. Et puis, il va rencontrer quelqu'un qui a perdu le Goncourt face à Modiano en 78. Enfin, il va rencontrer toute une faune de numéro 2 qui vient se cacher au Louvre. Et se consoler dans la beauté des tableaux, dans l'apaisement des œuvres silencieuses. Oui, et surtout de ne pas avoir accès aux contemporains, quoi. Parce que c'est difficile d'avoir... la bulle. En fait, c'est difficile d'avoir un échec
Mais la particularité en plus de ces histoires, enfin Pierre Assouline qui est là, qui est membre du Goncourt, c'est vrai que quand on... Être numéro 2 quand personne ne le sait ou quand on n'a pas accès en permanence à la vision du numéro 1, je pense que c'est plus facilement acceptable que quand on est en permanence soumis voilà, c'est le cas de mon personnage. Ça peut être une difficulté aussi, ça, non seulement de rater, mais en plus d'avoir en permanence la promotion de celui qui vous a piqué votre place, quoi. Oui, en même temps, donc, c'est pour un peu conclure et peut-être vous laisser la parole. C'est aussi cet amusement, ce roman amusant, c'est aussi effectivement la vertu de l'échec et le vice de la réussite. Hein. Donc, par moment, voilà, la réussite, c'est pas que du bonheur. Oui, ouais, c'est totalement. Moi, c'est quelque chose que. C'est filmé ou pas cet entretien? Ou pas? Pourquoi? Non, pour rien. Non, c'est filmé ou pas, Michel? Normalement, oui. Ah, c'est enregistré? Ok. Donc on efface tout. Non, mais j'allais vous raconter. Bon, en même temps, je peux vous raconter, mais. Oui. Non, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment vu, ça. J'ai vu ça quand j'ai tourné avec Audrey Tautou. Il y a 10 ans, il faut imaginer ce que c'était. Audrey Tautou, je dis au passé parce qu'elle a arrêté sa carrière, Audrey, sans avoir fait aucune annonce, sans avoir jamais fait de déclaration. Elle n'a plus d'agent. Il y a le fantasme de la faire retourner au cinéma. Plein de gens lui envoient des scénarios, mais ça fait plusieurs années qu'elle ne tourne plus. Et c'est quelque chose qui était, quand on l'a vu et travaillé avec elle, on pouvait pressentir ça. Je veux dire, quand je parle à un moment donné de succès de Daniel Radcliffe, c'est quelque chose que j'ai vu parce qu'on a la chance dans nos métiers de rencontrer. Moi, j'ai tourné avec plein d'acteurs, dans les films avec Monica Bellucci, avec plein d'acteurs, mais des stars internationales de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'après Amélie Poulain, c'était mondial, c'était phénoménal. Moi, je suis allé en Russie avec elle, les gens pleuraient quand ils la voyaient. On arrivait à New York, il y avait sa tête partout, Chanel numéro 5. C'est vrai que c'était une actrice, enfin, pour moi, ça fait partie des plus belles choses dans ma vie professionnelle, d'avoir pu tourner avec elle et de l'avoir regardée. C'était inouï de puissance et de délicatesse. Hein. Et c'est vrai que je l'ai vue plein de fois au théâtre aussi, c'était toute sa vie, quoi. Il y a quelque chose d'être tellement animé par ça, mais on sentait que ça devenait une souffrance. Mais pas forcément, pas le jeu, mais aussi le fait d'être en permanence regardé, scruté, commenté. Moi, je voyais plein de gens. Par exemple, on a fait un jour une avant-première, et puis elle est toute petite, Audrey, il y avait 800 personnes, et puis d'un coup, à la fin, les gens se précipitent sur elle, donc la sécurité la sort, et les gens disent « Oh, elle est pas sympa, elle est partie ». Et donc, en permanence, vous avez des gens qui vous critiquent pour des choses... Enfin bon, c'est quelque chose qui m'a moi beaucoup marqué, quoi, de sentir comme ça, d'avoir vu. Je pense qu'inconsciemment, en fait, même si j'écris pas, et je pense que tous les écrivains qui sont là ressentent la même chose, c'est-à-dire que même quand on s'éloigne de nous-mêmes, y compris quand on va écrire sur d'autres artistes, hein, évidemment, peut-être même encore plus, on se rapproche de ce qui nous a touchés, de la compréhension de ce qu'on a vécu, et d'une certaine manière de nous-mêmes. Alors, je dis pas que Harry Potter c'est moi, quoi, mais... Mais oui, parce que le succès, il est là quand même, hein, pour vous. Le succès? Oui, oui, pour vous. Bah, moi, tout le monde a sa complexité. Le succès a une complexité, l'échec aussi, bien sûr. Bien sûr. Alors je regrette de ne pas avoir mis le casting d'Amélie Poulain, parce qu'on le trouve facilement et elle est magnifique, hein, Audrey Tautou, tout de suite. Hein, oui. Elle accroche complètement. Ça, c'est une histoire aussi incroyable. Moi, j'adore. Depuis que j'ai sorti le livre, c'est vrai qu'on me raconte plein d'histoires, mais celle-là, c'est vrai que c'était Jean-Pierre Jeunet avait écrit pour Emily Watson, qui est une actrice qui joue dans Breaking the Waves, et puis finalement, elle ne peut pas faire le film. Et Audrey, quand elle a fait le casting, elle a entendu dire qu'il cherchait Emily Watson. Donc elle s'est habillée un peu pareil. Enfin, j'adore les histoires comme ça de casting, d'acteurs aussi qui préparent, qui pensent, qui savent que c'est leur moment et qu'il ne faut pas rater leur chance. Mais c'est vrai qu'elle a fait une entrée. Même il y a un film, un de ses premiers films, c'est Dieu est grand, je suis toute petite, avec Édouard Baird. Elle est absolument incroyable.
Alors justement, par rapport à notre thématique de la rupture, le casting, on s'y prépare pas, on y vient en traînant les pieds, comme Romain Duris, encore que, est-ce que c'est vraiment en traînant les pieds et en même temps, ça décide en quelques minutes, oui, ça marche pas. Donc c'est un moment rêvé, justement, et très romanesque, le casting. Il me semble qu'on a pu voir aussi dans le petit film à quel point, très vite, on sent que la personne qui passe le casting risque de devenir une sorte de marionnette, tourne la tête à droite, à gauche, tourne, etc. Et quelque chose presque, pas déshumanisé, mais oui. L'angoisse peut commencer là aussi. Mais ça, c'est pour le cinéma. On regarde aussi la cinégénie, on regarde les profils, tout ça. Mais bon, après, c'est une machine à désillusion, quoi. C'est vrai que c'est tellement d'échecs. Il y a aussi tellement d'acteurs qui font certains films, puis qui tombent dans l'oubli. Enfin, c'est vrai que c'est extrêmement... Moi, c'est vrai que j'ai vécu une fois, sur mon deuxième film, je cherchais la fille de Karine Viard, dans Jalouse. Et c'est vrai qu'on a vu plein de filles, plein de danseuses. Et à la fin, il en restait 4. Parfois, d'être en position de choisir, c'est de dire non aux 3 autres. Et c'est aussi... Puis on ne sait jamais si on a fait le bon choix. Hein. Enfin, en l'occurrence, là, oui, ça peut être assez violent, mais oui. C'est vous qui l'avez fait ou vous le faites dire par quelqu'un? Non, sur les rôles principaux, c'est sur les réalisateurs. Ouais. Ah non, bah oui, bah non, c'est nous qui l'avons dit, ça, oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y en a qui appellent même pas, ouais. Moi, j'appelle. Mais en général, c'est plutôt le contraire. Hein. J'ai aussi beaucoup d'acteurs qui m'ont dit non. Ah, d'accord. Enfin, beaucoup, non. Juste Meryl Streep. Incroyable. J'ai été obligé de me rabattre sur Carole Bouquet, mais bon. Voilà. Au moins, on avait du bon vin. Alors, pour terminer, évidemment, un tel livre sur un tel sujet qui est passionnant, avec un tel parcours qui est vraiment à la fois extrêmement émouvant, douloureux, celui de Martin Hill, et puis drôle, hein, avec cette drôlerie-là, ça doit donner lieu à un film. Oui, sûrement. Moi, je suis pas... C'est clairement, même si le sujet paraît très excitant, c'est vrai que le pitch a séduit beaucoup de producteurs. Quand on lit le livre, on voit qu'il n'est clairement pas écrit en vue d'une adaptation. C'est pas moi, j'ai pas envie, d'ailleurs, sur Vers la beauté, j'ai refusé toutes les adaptations. J'ai eu déjà beaucoup de films, de livres adaptés. Beaucoup de chance, notamment Le Mystère épique. J'avais trouvé l'adaptation avec Lucchini et Camille Cotin vraiment réussie. Mais le livre, voilà, il se passe sur 20 ans, il est compliqué à adapter. Cela dit, oui, il y a pas mal de propositions, donc on verra. On verra, mais c'est assez marrant parce que là, il y a une journaliste de TF1 qui a parlé du livre à Daniel Radcliffe. On trouve ça facilement sur Internet où il dit « Ah, je veux acheter les droits ». Mais il dit tout de suite qu'il se rappelle de cette histoire. Il se rappelle très bien qu'ils étaient 2. Ouais. Mais ce qui serait génial pour moi, c'est que le film se fasse et qu'on retrouve le numéro 2 et puis qu'il puisse jouer dans le film. Ça serait pas mal. Comme c'est filmé, on va passer un appel. Oui, alors là, je pense que je vais à Londres la semaine prochaine. Ouais, il y a une somme de hasard des fois, mais bon. Non, mais je pourrais le retrouver parce que même le producteur David Hellman est au courant du livre et tout ça, bien sûr. Et il y a J. Caroline qui m'a pas encore répondu, mais j'ai envoyé un mail. Mais oui, on verra très bien. C'est possible. Mais merci beaucoup, David Fuenquinos. On va vous laisser la parole.